Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi en ce premier vendredi du mois de février, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Alors ce podcast sur lequel chaque vendredi je viens vous parler un petit peu de mes expérimentations en tant que coureur à pied, mais j'ai aussi le plaisir de recevoir des invités qui viennent eux aussi transmettre leurs connaissances, leur savoir et leurs expériences. Alors j'en ai vécu une moi en ce début de semaine puisque ayant passé le cap des 40 ans, comme vous le savez, je suis allé donc contrôler le moteur. J'avais un test d'effort à réaliser donc au centre hospitalier régional d'Orléans, au service de médecine du sport, afin de voir si tous les voyants étaient au vert. Et il s'avère que ce test, alors réalisé sur vélo, et j'y reviendrai justement pour vous expliquer un petit peu ce protocole, test qui n'a rien révélé d'anormal et c'était de toute façon l'objectif. Donc comme me l'a dit le cardiologue, eh bien c'est reparti pour une dizaine d'années. Je pense que c'est important d'insister sur ces tests qui ne présageant rien finalement de cette activité cardiaque. On voit des personnes qui ont eu des accidents parfois très sérieux sans qu'il y ait de signes avant-coureurs. Malgré tout, un petit contrôle de temps en temps, ça ne nuit à personne. Alors la santé, elle va rester au cœur de notre épisode puisque j'ai eu l'immense plaisir de recevoir dans le podcast pour notre épisode du jour Laurine Pinault. Alors Laurine a tutoyé donc le sport de haut niveau puisqu'elle a exercé donc ses talents de danseuse professionnelle durant toute sa jeunesse jusqu'au début de sa vie d'adulte avant de basculer dans une activité complètement différente, mais elle a quand même voulu garder un lien avec le monde du sport. Aujourd'hui, Laurine est naturopathe après avoir exercé pendant quelques années à l'Aromatech, donc une herboristerie située à Lyon. Laurine s'est installée et a créé son propre cabinet en naturopathie qui s'appelle Vestiaire Naturel. Alors pour elle, c'est comme une boîte à outils dans laquelle les sportifs, mais également des personnes qui ne le sont pas, peuvent trouver des alternatives naturelles à des pathologies qui sont parfois un petit peu handicapantes, des tendinites, des douleurs articulaires, des troubles digestifs, des problèmes de concentration au niveau mental. Alors la naturopathie comporte de nombreux champs disciplinaires. Aujourd'hui, avec Laurine, nous en aborderons deux. Le premier concerne la gémothérapie qui utilise des bourgeons naissants de plantes avec de nombreuses propriétés, de nombreuses molécules. Et le second aspect de cet épisode sera consacré donc aux huiles essentielles. Alors ce sont des produits quand même assez puissants. Les huiles essentielles, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Il faut quand même faire attention sur leur application. Laurine vous apportera donc de précieux conseils avec les bons bourgeons en gémothérapie et les bonnes huiles essentielles, celles qui vont vous permettre donc de chasser, d'éloigner les bobos que le coureur peut rencontrer dans son quotidien. Alors, je les utilise personnellement, que ce soit les huiles essentielles ou la gémothérapie. Je dois vous avouer avoir été, on va dire, convaincu par ces produits-là. C'est pour ça que je voulais vous les faire découvrir aujourd'hui dans cet épisode. Et plutôt que d'en parler et de faire un retour sur ma propre expérience, je préférais faire appel à Laurine qui est spécialisée, diplômée donc et qui en parlera beaucoup mieux que moi. Donc il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Laurine Pinault, naturopathe, pour cet épisode consacré à ces éléments naturels qui peuvent aider le sportif au quotidien. Je vous souhaite une bonne écoute de ce nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonjour Laurine, merci d'être l'invitée du podcast aujourd'hui. Alors on va parler de santé et en tant que sportif, de remèdes un petit peu naturels qui peuvent nous aider dans notre pratique au quotidien et pas seulement pour les sportifs. Alors je te remercie d'être l'invité du podcast dans un premier temps et puis moi je vais te laisser te présenter pour nous dire qui tu es, d'où tu viens et puis on verra ensuite ton parcours professionnel en lien avec le monde sportif. Bonjour à Sébastien et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Je suis Laurine Pinault, je suis naturopathe, j'ai 30 ans et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai une activité qui touche beaucoup les sportifs, du fait aussi moi de ma propre expérience, parce que je dirais que
J'ai eu un parcours dans le sport à haut niveau plus jeune, donc toute mon adolescence et puis en tant que toute jeune adulte. J'ai fait en fait toute ma scolarité en sport-études danse à l'époque. Donc la danse, on ne se rend pas toujours bien compte, mais au lycée, c'était une trentaine, 30-35 heures de danse par semaine. Donc c'était une pratique assez intensive. J'ai continué cette pratique-là encore même 2 ans après mon bac. Et c'est quand j'ai arrêté que j'ai commencé la naturopathie. Comment tu en es venu à te plonger dans des études en naturopathie? Est-ce que c'était quelque chose que tu, testais déjà? Est-ce que dans ta famille, il y avait des personnes qui, étaient dans ce domaine-là? Ou ça a été une révélation? Est-ce qu'il y a eu un événement qui t'a donné, l'envie d'en faire ta profession aujourd'hui? Eh ben, je dirais qu'il n'y a pas eu vraiment d'événement. C'était quelque chose que je n'utilisais pas du tout, en tant que sportive. J'avais peu d'ouverture sur ce sujet-là, donc je connaissais peu. C'est quand j'ai arrêté la danse que, je me suis plongée dans, les domaines qui m'intéressaient et tout ce que je pouvais, mettre en place professionnellement, parce qu'il fallait que je trouve une reconversion. Jusque-là, tout tournait autour de la danse, donc j'avais pas vraiment, ouvert d'autres portes à côté je suis un peu tombée dedans. Je dirais que, j'avais un intérêt sur le fonctionnement du corps humain, sur ce qui touchait à la physiologie et à la santé qui était quand même, déjà très marqué et assez fort. C'était un peu trop tard pour moi pour me tourner vers, la médecine ou des professions de santé ce domaine de la naturopathie m'a interpellée, ce qui mêlait aussi l'utilisation, des produits naturels, la connaissance, des plantes de façon plus approfondie, en connaissant aussi leurs effets, les, molécules qu'on peut trouver dedans. Donc il y avait une approche au départ, assez, scientifique des sciences de la vie et de la terre presque, qui m'intéressait en touchant au vivant, que ce soit végétal ou de l'être humain. J'avais une vision assez carrée de ce que j'allais apprendre avec la naturopathie, qui m'a apporté bien plus de choses encore, mais que du positif et qui a fait que, en me formant et en creusant le sujet, j'ai vraiment trouvé la voie, moi, qui me correspondait qui serait quelque chose que j'arriverais à développer et à amener euh, mon intérêt personnel, mes compétences personnelles au service de cette profession-là. Quelles sont les études que tu as menées justement pour arriver à ce diplôme de naturopathie? Est-ce qu'il y a un cursus vraiment, très strict ou est-ce qu'on peut passer par des formations en fonction justement de ses sensibilités? Eh bien, le cursus, il est pas très strict dans le sens où c'est une profession qui n'est pas reconnue. Donc, on n'a pas de diplôme officiel, de diplôme d'État, quand je parle de diplôme officiel. Pour autant, aujourd'hui, en naturopathie, il y a quand même un consensus auprès des écoles sérieuses de naturo, où il y a quand même un tronc qui reste commun sans que ce soit officiellement défini. On remarque que d'une école à une autre, on a quand même des données et des matières qui restent très communes. Pour autant, chaque école de naturopathie développe certaines spécificités. Et ça, on le remarque après. Moi, j'ai travaillé en herboristerie avec beaucoup d'autres naturopathes qui venaient d'autres écoles. Et on remarque que il y en a certaines qui ont fait plus d'alimentation approfondie. Moi, j'avais beaucoup de phytothérapie, de gémothérapie et de mycothérapie de façon plus approfondie que d'autres écoles. Et c'est pour ça que quand on cherche son école de naturo, souvent on va aller regarder les programmes détaillés des écoles pour trouver les spécificités qui nous intéressent plus. Après, bien sûr, après ces formations de naturopathie qui sont donc des formations privées, hein, ce n'est pas un parcours universitaire aujourd'hui. Peut-être que c'est amené à le devenir dans le temps, ça serait une bonne chose, mais ce n'est pas le cas pour le moment. C'est des écoles qui se font soit en temps plein, soit en week-end. Moi, j'ai fait un peu un mix des deux, ce qui fait que ça m'a pris 2 ans pour faire cette formation-là. Et après, on approfondit très souvent le sujet par des formations complémentaires.
Il y a vraiment un apprentissage aussi par l'expérience de ce domaine-là, qui se fait en travaillant dans des magasins conseils, herboristerie, voilà, tout ce qui peut nous amener à voir du monde et à prendre et emmagasiner un maximum d'expérience, et par des formations complémentaires sur les sujets qui nous intéressent en particulier. Dans un premier temps, tu ne t'es pas lancé avec un propre cabinet. Tu as travaillé justement dans des herboristeries de façon à asseoir un petit peu tes connaissances et ton expérience. Tout à fait. C'est vrai qu'au tout démarrage, quand j'ai entamé cette formation, je pensais m'installer directement en cabinet et je ne pensais pas passer par l'herboristerie ou les magasins. Je pensais que ça allait pas me plaire déjà. Et pendant la formation, on a des stages à faire, que j'ai notamment fait en herboristerie. Là, j'ai découvert déjà que ça me plaisait beaucoup, que c'était peut-être différent de ce que je pensais. Et finalement, j'ai poursuivi mes stages par du travail en herboristerie et j'y ai passé 8 ans. Donc, là, ça fait quelques mois que j'ai démarré mon activité indépendante, mais avant ça, j'ai passé 8 ans en herboristerie à différents postes, hein, puisque j'ai été dans la même herboristerie, donc ça m'a permis vraiment d'évoluer, d'approfondir, et ça m'a apporté énormément. Aujourd'hui, c'est un conseil quand il y a des jeunes naturaux qui me posent la question. Je leur conseille parce que déjà, ça évite de se mettre une pression de devoir trouver une clientèle tout de suite en sortant de l'école, mais aussi parce qu'on apprend énormément quand on voit une cinquantaine de personnes par jour. On a des retours, voilà, on a une expérience qui est quand même conséquente de ce fait-là. Par rapport justement à cette expérience que tu t'es donc, installé, lancé en tant que thérapeute, donc là pour des consultations un petit peu plus individuelles. Est-ce que tu pourrais expliquer en quelques mots, pour les personnes qui écoutent le podcast et qui ne savent pas ce qu'est la naturopathie, en quoi elle consiste et quels seraient les champs d'application sur lesquels tu peux Mhm. intervenir? Alors la naturopathie, c'est déjà une vision assez globale de l'organisme. Il y a une différenciation par rapport à une profession de santé, qui est qu'on travaille beaucoup en prévention ou alors sur des dysfonctionnements de certains organes qu'on va chercher à réguler. Donc c'est différent du fait d'intervenir sur des pathologies aiguës, qui est le rôle du médecin. On ne fait pas de diagnostic en naturopathie. Ouais. Pour différencier déjà quand même les deux demandes, l'un n'empêche pas l'autre, et bien au contraire même. Et en naturopathie, en général, une consultation, ça va passer par un bilan assez complet. Donc la personne m'explique sa problématique. Moi, j'ai énormément de questions sur tout le fonctionnement de son organisme, son sommeil, sa digestion, son alimentation, les douleurs qu'elle peut rencontrer. Voilà, on explore assez largement les problématiques pour voir ce qui pourrait dysfonctionner plutôt en amont des symptômes. Et ensuite, je vais regarder au niveau alimentaire ce qui pourrait être amélioré. Et l'idée, c'est de trouver des axes de travail qui sont un peu prioritaires, parce qu'on ne va pas révolutionner une alimentation du jour au lendemain. Ce n'est pas toujours nécessaire. Il y a vraiment des points spécifiques à trouver. Et voir aussi au niveau de la phytothérapie ou des compléments alimentaires, donc plutôt d'origine naturelle, ce qu'on peut faire pour vraiment avoir une régulation qui soit un peu plus efficace. Parfois, l'alimentation ne suffit pas, on a besoin d'un petit coup de pouce pour remettre les choses dans l'ordre. Et ça passe aussi par certaines pratiques de respiration. On appelle ça l'hygiène de vie en naturopathie, mais ça va être exercice physique, respiration ou autre, qui sont très importantes dans la régulation du stress, régulation des émotions. C'est vraiment une prise en compte assez globale de l'organisme. Il n'y a pas que l'alimentation, il n'y a pas que la physiologie, il n'y a pas que le côté émotionnel, mais c'est de réaccorder ces différents aspects de notre fonctionnement. Et est-ce que tu rencontres des résistances par rapport à ce que tu viens d'évoquer, le fait de modifier l'alimentation, de revenir à des choses beaucoup plus naturelles? Est-ce que certains font pas l'association parfois avec, pas des charlatans, mais toi des marabouts qui vont proposer des produits miracles? Est-ce que la naturopathie a aujourd'hui
bonne presse et est-ce que tu dois batailler face à ces, préceptes que tu mets, justement en avant? Alors, on va dire que la naturopathie a de plus en plus de facilité à être perçue correctement. Parfois, il faut remettre le cadre pour que, ben, à la fois, faire comprendre à ceux qui seraient réticents, ce que ça peut apporter et en même temps à ceux qui, utiliseraient que ça, les limites aussi qu'on peut avoir. Parce qu'un diagnostic médical, c'est quand même très important et très utile à avoir à un moment donné. Et les personnes qui viennent me voir en individuel, elles font la démarche de prendre une séance qui a un certain coût. Donc, en général, ce n'est pas les personnes qui sont les plus réticentes, puisque si elles viennent me voir, c'est qu'elles y voient l'intérêt. Mais parfois, il y a des personnes qui ne comprennent pas, par exemple, l'intérêt des compléments alimentaires, qui viennent me voir uniquement pour l'alimentation, et où moi, je vois bien que l'alimentation va pouvoir nous permettre d'avancer, mais on va avoir un certain blocage. Parfois, les compléments alimentaires ont un intérêt, donc là, il y a besoin d'expliquer que la physiologie, quand elle est déréglée depuis trop longtemps, on a besoin de redonner un coup de pouce. Et après, forcément, dans le discours global, il y a des réticences au niveau du fait que l'usage de toutes les plantes n'a pas été prouvé scientifiquement par des études. Et c'est ce qui est problématique dans un certain sens. Moi, que j'ai contrecarré avec la pratique, mes 8 ans en herboristerie m'ont amené une vision externe aussi de l'approche purement, totalement et scientifique, où oui, il n'y a pas d'études, ou parfois il y a une étude qui montre telle chose, mais en fait dans la pratique, au bout de la 20e personne qui est soulagée à tel dosage, on adapte aussi à la réalité du terrain. Donc c'est un équilibre à trouver entre les deux. Et, et aussi une étude scientifique aujourd'hui, ça dépend comment elle a été menée, mais elle peut faire dire une chose ou une autre. C'est très très utile et il faut que les études scientifiques continuent et qu'elles soient de plus en plus développées, mais il faut les regarder avec un regard extérieur. On ne peut pas donner tout le crédit à une étude scientifique face à une expérimentation de terrain, comme l'inverse serait pas possible. On a besoin des deux pour fixer un cadre de pratique. Après, quand je disais réticence, je voulais pointer du doigt bien souvent les médecins généralistes pour l'avoir expérimenté. Quand tu évoques des solutions un petit peu naturelles, comme tu les proposes, eux sont dans leur, vraiment cantonnement, c'est, les molécules un petit peu chimiques. Moi, ma façon de voir les choses, c'est que à la base, avant d'être des molécules chimiques, on est quand même, sur une médecine qui a évolué en France et la base, c'est quand même des produits naturels. Donc je dirais que c'est par ce que tu proposes, une certaine logique de revenir, aux bases de ce qu'était la médecine, peut-être il y a, 3, 4, 5 siècles et aujourd'hui, certains médecins en sont un peu éloignés. Donc le côté réticence, hein, je pense qu'elles étaient plutôt, formulées envers cette, typologie de personnes. Enfin, je ne sais pas si tu le partages en tout cas? Eh ben, on le voit, il y a certains médecins qui sont très fermés. Alors, est-ce que c'est que dans mon entourage, j'ai que des personnes plus ouvertes? Mais finalement, il y a de plus en plus de médecins qui s'ouvrent à ça. Il y a des médecins généralistes déjà qui même se forment sur ces disciplines-là. Alors, ils sont encore une minorité, ça, j'en suis assez consciente, mais il y en a qui sont ouverts au point de se former eux-mêmes. Il y a une problématique aujourd'hui quand même dans la santé en France et les médecins ont très peu de temps de formation. Donc parfois, même ceux qui sont ouverts ont tout simplement pas le temps de s'y intéresser. Mais c'est pas que c'est très bien. Je veux dire, c'est que ça sépare les deux métiers. On ne fait pas la même chose et il y a un intérêt qui est totalement complémentaire. Après, il y a des médecins qui sont encore fermés et qui mettent des barrières quand les personnes disent qu'elles prennent des compléments. C'est assez dommage quand ça se passe comme ça, parce que ça prive le suivi médical en lien avec la prise de phytothérapie ou de compléments qui permettrait à tout le monde de travailler correctement et surtout à la personne malade ou qui rencontre certains troubles, de trouver des axes d'amélioration. Donc, il y a quand même de plus en plus d'ouverture sur ces sujets-là et qui est beaucoup, beaucoup dû au retour des patients de ces médecins. Donc, si, si vous êtes patient d'un médecin, n'hésitez pas
à lui dire que vous preniez de la phytothérapie, si ça marche ou ce qu'on en retire, parce que c'est comme ça qu'il s'ouvre de plus en plus parce qu'il y a des retours et qu'au bout d'un moment, les médecins généralistes, c'est des médecins de terrain. Quand ils voient que les personnes ont un état qui s'améliore, ça reste quand même leur volonté première. Donc, quand il y en a 10 qui ont le même retour, au bout d'un moment, ça permet d'ouvrir aussi les yeux sur certains sujets. Ton activité a pris le nom de Vestiaire Naturel. Tu t'adresses donc en partie à des sportifs, mais pas que. Pourquoi ce nom? Comment ça t'est venu? Et est-ce qu'aujourd'hui, en marge de ton activité donc professionnelle, tu ne fais peut-être plus de la danse à haut niveau, mais est-ce que tu pratiques quand même le sport? Alors, donc, vestiaire naturel, c'est qu'en effet, je me spécialise dans la naturopathie pour les sportifs. Pas que, parce que les problématiques des sportifs, c'est des problématiques aussi qu'on rencontre chez des personnes qui sont plus sédentaires. Euh, les principaux axes de faiblesse, c'est quand même le travail digestif, le travail articulaire et parfois aussi celui sur le système immunitaire. Et ça, c'est des grosses problématiques aujourd'hui, en particulier au niveau digestif, du fait de notre alimentation moderne principalement. Donc, c'est vrai que vestiaire naturel, pour moi, c'était l'idée de la boîte à outils naturelle du sportif, ce qu'on garde en arrière de la pratique sportive, mais qui nous aide dans le quotidien, dans le plaisir à l'effort, dans la performance aussi. Voilà, c'était ce côté boîte à outils simple et du quotidien qui rentre, pas chez nous, mais qui rentre dans notre vestiaire. Et, et moi aujourd'hui, donc en effet, je pratique plus de danse depuis quelques années maintenant. Euh, la danse, c'est un sport quand il est pratiqué à haut niveau qui est assez monosport. Alors maintenant, pareil, les consciences s'ouvrent un petit peu, mais à l'époque, ce n'était pas vraiment le cas. Il fallait pas trop faire d'autres choses pour éviter de se blesser. Et, euh, et du coup, quand j'ai arrêté la danse, ça a été porte ouverte à pas mal de découvertes. Donc maintenant, je fais beaucoup de yoga quand même. Donc là, on retrouve certaines pratiques proches de la danse. Il y a un lien qui est déjà plus évident. Et je fais de la course, du parapente aussi et du ski. C'est voilà. Les temps que je réserve principalement, c'est d'essayer de trouver des créneaux pour la course, le parapente et le ski aujourd'hui. Alors, on va entrer, de façon pratique dans ton expertise de la naturopathie pour, proposer peut-être des outils, hein, dans cette, boîte à outils que tu as donc, mis en place. Par quelle, chose on peut commencer justement quand on est, totalement novice en naturopathie, que ce soit, les huiles essentielles, la gémothérapie? Qu'est-ce que tu, préconises pour les sportifs? Donc, c'est vrai que moi, je mets en avant très souvent la gémothérapie, donc, qui est l'utilisation des bourgeons de plantes ou jeunes pousses de plantes. C'est les jeunes tissus des plantes. Parce qu'on a une grande facilité d'usage en autonomie de la gémothérapie. Donc, si on veut le faire par soi-même, et souvent c'est la porte d'entrée avant d'aller voir une naturopathe ou quelqu'un qui est apte à faire un conseil approfondi, on teste une chose ou deux par soi-même parce qu'on a lu, entendu des informations à ce sujet-là. Et la gémothérapie s'y prête assez bien parce qu'il y a très très peu de contre-indications. Ça reste une méthode naturelle qui est très douce. C'est ce que j'allais te dire justement sur l'utilisation de ces, qu'on appelle macérats, c'est ça? Oui, Macérats de bourgeons, oui. c'est un petit peu dosé en alcool. Pour l'avoir expérimenté alors avec le cassis qui a des vertus, tu me contrediras, hein, si je dis des bêtises, des vertus anti-inflammatoires. J'étais allé dans un magasin bio et la personne, je pense, était formée ou avait des compétences pour la gémothérapie. Elle m'avait donné justement ce dosage, mais en y allant progressivement. Est-ce qu'il y a quand même une, certaine posologie et des petites contre-indications, même si ça n'engage pas peut-être, autant que les huiles essentielles que l'on verra tout à l'heure et qui là doivent être encore pris avec, beaucoup plus de prudence? C'est tout à fait ça. On va dire que les contre-indications sont beaucoup plus formelles en aromathérapie, donc l'usage des huiles essentielles, qu'en gémothérapie. En gémothérapie, le dosage de base assez généraliste pour tous les macérats, ça va être pour un adulte des prises de 10 gouttes,
qu'on va prendre 1 à 3 fois par jour en fonction de l'intensité des symptômes. C'est vrai que dans le discours, aujourd'hui en gémothérapie ou sur les petites boîtes des fournisseurs et des fabricants, souvent, il y a un dosage qui va jusqu'à 15 gouttes par jour. Pour certaines problématiques et pour l'avoir vraiment eu en retour de clients, 15 gouttes, parfois, ça ne suffit pas. Et par contre, quand on augmente, ça va bien mieux. Donc, c'est vrai qu'un conseil qu'on peut appeler à la volée, mais qui a tout le mérite d'être là quand on le fait en 5 minutes, souvent on prend la précaution d'augmenter le dosage progressivement. Parce que potentiellement, il n'y a aucun risque, mais on ne sait jamais comment la personne réagit. Parfois, il y a des réactions qu'on n'attend pas. Il y aura une seule personne dans toute notre vie de naturopathe qui aura eu cette réaction, mais elle est là. On préfère dire, vous commencez à 10 gouttes, et puis au bout d'une semaine, si tout se passe bien, vous augmentez à 2, voire 3 fois par jour. Si on ne connaît pas vraiment la personne, on ne sait pas quels antécédents elle peut avoir, voilà, parfois en 5 minutes, elle ne nous donne pas le détail de ses problématiques. Ça, c'est important à prendre en compte pour saisir la différence de conseils qu'on va avoir d'une personne à une autre. Il n'y en a aucune des deux qui est fausse, c'est juste une prise de position par rapport au niveau de connaissance de la personne. Et c'est vrai que la gémothérapie est très douce. On l'utilise, alors pas à ces dosages-là, mais même pour des enfants tout petits. Donc, elle laisse une grande marge d'action. Et en contre-indication, on en a assez peu. Pour le cassis, en l'occurrence, on évitera de l'utiliser en cas d'insuffisance rénale sévère. Donc là, c'est des personnes qui très généralement sont sous dialyse. Elles sont bien au courant qu'elles sont en insuffisance rénale sévère. Dans ce cas-là, le cassis n'est pas utilisé parce qu'il peut surcharger les reins. En insuffisance légère, il pourrait même avoir un intérêt, mais c'est bien quelqu'un qui a un problème rénal, vu que le cassis va travailler sur les reins, quelqu'un qui aurait une pathologie rénale, c'est pas un dysfonctionnement, c'est vraiment de l'ordre de la pathologie, de demander conseil plutôt que de le faire par soi-même. Alors sur cette utilisation de la gémothérapie, Laurine, est-ce que l'on pourrait peut-être balayer les grandes pathologies que les sportifs rencontrent, à savoir peut-être les tendinites, les douleurs articulaires, tu le disais, hein, les troubles digestifs, et peut-être sur le plan nerveux pour être focus sur une course ou s'y préparer, ce qui nécessite beaucoup au niveau du système nerveux central. Est-ce qu'il y a en face de ces pathologies la possibilité d'associer justement un extrait de bourgeon? Est-ce qu'on peut être très pratique pour que les auditeurs puissent se repérer? Tout à fait. Sur tout ce qui est tendinite et douleur, on utilisera le cassis comme tu l'as expérimenté, parce qu'on a un effet qui est anti-inflammatoire et en même temps un effet qui est stimulant rénal. Et dans ces problématiques-là, c'est important de chercher à éliminer les toxines acides qui pourraient se cristalliser au niveau des tendons, des articulations. Donc ça, vraiment, cassis, dès qu'il y a inflammation, c'est principal à penser. Ça peut même être utilisé après des séances un peu intenses, là en plus ponctuelles, pour aider le corps à bien drainer toutes ces toxines. Ensuite, au niveau digestif, on utilise beaucoup le figuier, le macérat de bourgeon de figuier, qui a un effet régulateur des productions digestives, donc production de sucre digestif, et aussi régénérant des muqueuses. Et ça, c'est une grande fragilité chez les sportifs. Certains sont épargnés par la problématique, mais c'est quand même fréquent. Et souvent, ça se dégrade de plus en plus dans le temps. Quand c'est présent, ça va se dégrader de plus en plus au fur et à mesure des efforts, d'autant plus si l'intensité vient augmenter. Et l'intérêt du figuier, c'est qu'en même temps, c'est un grand régulateur nerveux. Donc pour calmer le niveau de stress, c'est quand même assez utile. Favoriser aussi le sommeil quand il y a ces problématiques-là, ça peut être une première porte d'entrée pour faciliter le sommeil, qui est la grande période de réparation de l'organisme. Donc c'est vraiment un basique à prendre en charge. Chercher à travailler sur une réparation articulaire ou tendineuse en oubliant qu'on ne dort pas, c'est vraiment dommage. Il faut travailler sur le sommeil aussi. Autre basique, au niveau notamment de la préservation des intestins
Et celui-ci, il n'est pas très connu, c'est le ginkgo, le macérat d'une pousse de ginkgo. Donc le ginkgo biloba qui est connu pour la circulation sanguine. Il y a pas mal même de médicaments qui sont faits à base de ginkgo. Les jeunes pousses, elles sont très actives et elles stimulent la microcirculation. En fait, la grande problématique intestinale, c'est quand même ce qu'on appelle le phénomène d'ischémie, donc le fait qu'il y ait plus ou très peu d'arrivée de sang au niveau des parois intestinales pendant les efforts intenses à modérés et encore plus en endurance. Et le ginkgo va permettre de stimuler cette microcirculation. Donc au niveau de la paroi intestinale, c'est des tout petits vaisseaux. Ça peut aider aussi pour les personnes qui auraient des problèmes de maux de tête à l'effort, parce que c'est souvent la même problématique qui s'opère. Est-ce que ces bourgeons, on peut les utiliser en synergie? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut associer, la propriété du cassis avec peut-être le figuier? Est-ce qu'il n'y a pas des contre-indications et des effets qui peuvent, entre guillemets, «se contrer» si on les met ensemble? Non, ça c'est souvent une très grande question sur les méthodes naturelles. Au niveau de la micronutrition, de certains oligo-éléments, vitamines, parfois il y a des petites choses à savoir. Au niveau des plantes, il y a quand même très peu d'effets nocifs en cas d'association. Après, c'est juste de faire des associations qui soient intelligentes, des choses qui se complètent plutôt que des choses qui font la même chose, voilà, pour que ce soit plus efficace. Et pour les bourgeons, par exemple, pour la gémothérapie, si on utilise des bourgeons qui vont dans le même sens, qui ont le même but, donc par exemple travailler sur une inflammation tendineuse, on divise le dosage par le nombre de bourgeons et on va les prendre ensemble, comme si on faisait un mélange et qu'on prend les 10 gouttes du mélange. Si on a des utilisations qui sont plutôt sur des choses différentes, donc on utilise le cassis pour les tendons et puis le figuier parce qu'on est stressé, on va plutôt prendre notre dosage complet de chaque macérat pour avoir une action intense sur chaque problématique. Et si on a la possibilité de les séparer, tant mieux. Sinon, on le fait pas. Mais ça peut parfois devenir contraignant si on a trop de prises dans la journée. Donc, on simplifie quand même la vie pour que ça soit tenable pendant quelques temps. Bah, tu m'as retiré un petit peu la question, de la bouche, c'est-à-dire à quel moment on doit les prendre? Est-ce qu'il faut, avant le repas, après le repas, à une certaine distance? Comment pratiquement on peut les avoir ces prises de gémothérapie? L'idéal, c'est de les prendre plutôt hors repas pour que le corps ait seulement ça à assimiler. Si on a plusieurs, on peut les prendre en même temps par contre. Si jamais il y a d'autres compléments alimentaires, on peut les prendre en même temps, parce que ça reste des petites doses de chacun, mais éviter de les prendre au repas. Donc le matin, ça va assez vite, le bol alimentaire est vide. Du coup, on peut les prendre 10 minutes avant le petit déjeuner et juste en se levant, les prendre. Sinon, c'est plutôt 20 minutes, voire 30 minutes avant le repas, pour le repas du midi, le repas du soir. Si on a vraiment oublié de le prendre avant le repas du soir, dans ce cas-là, il vaut mieux le prendre au coucher. Mais c'est vrai que on est beaucoup à manger assez tard et parfois le coucher, c'est pas si longtemps après avoir mangé. Donc, c'est mieux de le prendre avant. Voilà. Au niveau de la durée d'efficacité et de la durée sur la prise complète d'une cure, on va dire, de gémothérapie, comment ça se passe? Parce que les effets vont peut-être être un petit peu plus lents qu'un médicament avec une molécule chimique. Il faut peut-être laisser le temps au corps d'assimiler ces éléments qui se trouvent présents dans les bourgeons. Comment on fait? Est-ce qu'il faut faire des pauses? Est-ce qu'on va les prendre de façon continue? Quels sont tes conseils par rapport à cela? Alors en effet, il faut de manière générale un peu plus de temps. En général, au bout d'un mois, on voit déjà une amélioration. Ça peut même être beaucoup plus tôt. Parfois, au bout d'une semaine, on voit un début d'amélioration qui est encourageant, qui fait qu'on continue. Si au bout d'un mois, il n'y a aucune amélioration, il faudra peut-être se poser la question de savoir si c'était le bon macérat qui a été choisi, si c'est suffisant, la question du dosage. Mais par contre, pour qu'il y ait quelque chose de durable, c'est une prise sur 3 mois en gémothérapie. Et ça, c'est assez important. C'est une méthode naturelle qui agit vraiment en profondeur, en régénérant les cellules et en régulant leur fonctionnement. Et pour ça, il y a besoin que les cycles cellulaires soient respectés. Et on connaît bien sur les cycles des cellules de la peau qui mettent 28 jours à se régénérer.
c'est une moyenne qu'on retrouve sur pas mal d'autres fonctionnements de l'organisme. Donc, un seul mois, c'est presque un seul cycle et il y a besoin d'un peu plus de temps pour que ce soit durable. Donc, moi, je les conseille toujours sur 3 mois, pour autant en faisant une semaine de pause par mois. Donc, c'est à peu près 3 semaines de prise, une semaine de pause, 3 fois de suite. Après, il y a certains macérats qui vont être utilisés très ponctuellement. Par exemple, le cassis, il est très utile dans les allergies. Et là, on peut l'utiliser un peu plus ponctuellement et il réagit assez vite. Donc, ça peut être une prise que sur une semaine si on ne veut pas faire une cure préventive. Le ginkgo aussi, qui est très bon pour la microcirculation, c'est bien de faire une cure de fond si c'est une problématique qu'on a récurrente. Si on ne veut pas rentrer dans une cure de fond, moi, je le conseille souvent en ajout dans les boissons d'effort. Déjà, de mettre 10 gouttes dans les boissons d'effort, c'est quelque chose qui est pertinent, même si c'est du très ponctuel. Mais ça reste des exceptions par rapport à la généralité du travail de gémothérapie. Si un sportif vient justement à rencontrer une de ces, pathologies, bah, je vais l'encourager peut-être à consulter ton livre, vu que tu viens de sortir un livre consacré à la gémothérapie. C'était une volonté de pouvoir transmettre à un plus grand nombre ce que tu avais justement expérimenté pendant, à la fois ta formation et cette expérience en herboristerie? Oui, en fait, moi, la transmission, c'est depuis que j'ai commencé à exercer, je fais des cours, alors sur différentes thématiques, depuis le début sur les sportifs, et aussi en gémothérapie, sur d'autres sujets. À l'herboristerie où j'étais, on faisait consultation et cours en plus du conseil en magasin. Donc c'est vrai que, c'est une façon d'exercer mon métier que j'aime particulièrement, le fait de faire des cours, que ce soit en présentiel, en ligne et de pouvoir transmettre. Le livre, c'était une, façon plus concrète encore de transmettre, qui est totalement différente d'un cours, hein. Chacun a son intérêt, mais ça permet d'avoir quelque chose qu'on a chez soi, qu'on peut regarder tranquillement, une page ou 20 d'un coup, en fonction de son envie et de son besoin. Et le livre que je sors, qui est sorti cette semaine, euh, c'est le deuxième en fait sur le sujet de la gémothérapie que je fais. L'intérêt de celui-ci, c'est qu'il est plus simple que le premier. Donc c'était assez intéressant pour moi et ça me plaisait beaucoup de faire ce trajet inverse, d'en avoir écrit un qui donnait finalement tout ce que je savais ou presque sur ce domaine, et puis d'en amener un deuxième qui est plus simple, qui prend beaucoup moins de données, mais où j'ai beaucoup plus travaillé la façon d'apporter les informations, un côté beaucoup plus pratique. Alors après, c'est une version, une collection qui est illustrée, qui est en couleur, donc c'est aussi différent, plus ludique à lire quand même. Mais j'ai beaucoup apprécié ce travail-là et cette réflexion, d'aller aux essentiels, de simplifier l'usage. Et en même temps, la gémothérapie, c'est une méthode de terrain, c'est une méthode de fond quand même. Donc on ne veut pas juste se limiter à donner telle problématique, on prend ça. J'avais envie, avec une méthode simple, d'arriver quand même à apporter ces notions de terrain-là, à faire comprendre comment on pouvait différencier un macérat d'un autre qui semblait avoir les mêmes propriétés, mais qui travaillait deux terrains différents. Voilà, pour le faire simplement. Donc, C'est vrai que c'est un petit peu ça la difficulté, dans la médecine naturelle, c'est qu'une plante va pouvoir agir sur de nombreux aspects, à la fois articulaires, à la fois nerveux, à la fois, digestifs et on ne sait pas toujours, quel va être le plus approprié. Donc ça, tu apportes des réponses concrètes par rapport, aux effets et aux utilisations, privilégiées de telle ou telle, plante ou macérat. c'est ça, tout à fait. Oui, oui. Parce qu'il y a toute une partie qui est plus dédiée au choix des macérats par problématique. Et dans ce cadre-là, où c'est de différencier l'un ou l'autre, voilà, pour des problèmes de sommeil, en fonction de comment ça se manifeste, comment on est, lequel choisir entre le figuier et le tilleul, par exemple. Aider à faire ces choix-là et comprendre un petit peu la logique qui est derrière. Donc, bah, j'inviterai les auditeurs à se précipiter dans leur librairie de quartier pour découvrir ton ouvrage. Donc, je m'initie à la gémothérapie, guide visuel aux éditions Le Duc. Donc, il est tout neuf, tout beau, il vient de sortir. Donc, ça, c'est un premier aspect de ce que tu
réalisent cet accompagnement donc aux médecines naturelles. Je voulais aborder le côté maintenant huiles essentielles, Mmh mh. qui est un autre aspect que j'utilise. J'ai ma petite trousse avec mes petits flacons d'huiles essentielles, ce qui embaume la maison et qui fait parfois un peu pester mon épouse, parce qu'elle dit ça sent mauvais tes huiles. Alors pas toutes, hein. Si c'est de la Gaultérie, c'est vrai que ça pique un petit peu. Quels sont les apports, à l'image de ce qu'on vient d'évoquer de façon très pratique avec la gémothérapie, de ces huiles essentielles pour le sportif? Tant sur l'avant-course que sur l'après-course. Déjà, avec quoi forme-t-on des huiles essentielles? Est-ce que tu peux peut-être résumer un peu le principe de fabrication? Alors pour la fabrication, c'est à partir de plantes plus ou moins fraîches, ça va dépendre des plantes. Ça, c'est le savoir-faire du cultivateur et du distillateur, qui vont être distillées. Donc la plante, avec quoi on forme, l'huile essentielle? C'est déjà avec du végétal, de la terre et du soleil, puisque c'est à partir de ça que la plante forme son essence. C'est ce que la plante contient, l'essence. Et ensuite, c'est par la distillation de cette plante-là, à la vapeur d'eau, qu'on obtient l'huile essentielle. Donc, c'est la vapeur d'eau qui passe dans la plante, qui permet de récupérer une partie de l'essence, on ne récupère pas tout, et qui forme ce qu'on appelle une huile essentielle. Ces huiles essentielles, du coup, quand on comprend ça, on comprend aussi que c'est vraiment un concentré de molécules actives. C'est des molécules qui sont odorantes, donc c'est aussi concentré que c'est odorant. Ça permet de se mettre un peu le cadre d'usage. Et ça inclut le fait qu'il y a des contre-indications un peu plus formelles sur les huiles essentielles que sur d'autres disciplines où déjà les molécules actives sont un peu moins concentrées. Donc là, on va en parler un petit peu. En avertissement, toutes les personnes qui seraient enceintes, allaitantes, épileptiques, asthmatiques, euh, demandez conseil. Ça ne veut pas dire que vous n'avez rien de droit d'utiliser, mais demandez conseil parce qu'on ne va pas pouvoir rentrer dans le détail sans prendre des heures et des heures. Après, pour le sportif, il y a quand même des grands basiques. Donc la Gaultérie, comme tu disais, qui est une grande anti-inflammatoire et antispasmodique. Donc antispasmodique, ça veut dire qu'elle aide à décontracter les muscles. Du coup, c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser avant et après l'effort, même pendant s'il y a un effort long et des douleurs, et qui va aider à limiter les inflammations. Donc ça peut être préventif sur les tendinites ou aussi limiter rien que les courbatures, hein. On trouve souvent le duo arnica-Gaultérie en huile après effort. Bah, c'est ce que je fais, j'ai ma petite huile d'arnica et je mets quelques gouttes dans ce flacon avec de la Gaultérie. Alors il y a de la menthe poivrée parfois. Bon après je vais te laisser, hein, c'est toi l'experte et la spécialiste, mais on reviendra sur le dosage également parce qu'en termes d'application, je pense qu'il y a des petits conseils également sur, le mode d'emploi d'une huile essentielle. Donc, je te laisse Ouais. continuer, Laurine sur les grands basiques, ton top huile pour les sportifs. Pour moi, le top 3, il y a un top 3, c'est la Gaultérie, que ce soit Gaultérie odorante ou Gaultérie couchée, peu importe l'une des deux. Elle a un effet aussi chauffant. Après, dans les anti-inflammatoires, qui est une très bonne association de la Gaultérie, il y a l'eucalyptus citronné. C'est différent de l'eucalyptus radié et de l'eucalyptus globulus, ce ne sont pas les mêmes, hein. Eucalyptus citronné, et il a l'odeur de la citronnelle d'ailleurs. Et lui, c'est un anti-inflammatoire qui va en même temps aider à drainer tout ce qui pourrait être un peu démateux. En aromathérapie, on fait des associations d'huiles essentielles pertinentes quand on associe des huiles essentielles qui ont des molécules chimiques principales différentes. Et c'est le cas de ces deux huiles. Elles ne sont pas de la même famille chimique. Du coup, c'est vraiment une association qui est utile. Elles se complètent dans l'action qu'elles vont avoir localement. Et ensuite, il y a le basilic tropical. Le basilic tropical, c'est un très grand antispasmodique. C'est une des huiles essentielles antispasmodiques les plus reconnues au niveau musculaire, mais aussi au niveau de ce qu'on appelle les muscles lisses, donc les intestins. Du coup, c'est très intéressant pour décontracter les muscles, dès qu'il y a une tendance aux contractions, même des courbatures en post-effort. Mais parfois, je conseille à certains sportifs qui ont facilement des crampes à l'effort de l'appliquer avant l'effort. Ça ne suffira pas, il y aura besoin de travailler la boisson de l'effort à ce moment-là quand même pour vérifier que la base est là.
mais l'application avant l'effort peut quand même être utile et on voit des résultats positifs. Et en même temps, elle va être utile aussi pour les sportifs qui auraient vraiment des crampes d'estomac en application sur l'estomac avant les courses, ou même en gestion nerveuse, en olfaction, pour vraiment faire le panel de cette huile qui pourrait être un basique pour le sportif, même si elle n'est pas tant utilisée. En olfaction, on a un grand effet régulateur nerveux et qui aide à se focaliser sur une tâche l'une après l'autre. Donc vraiment, même avant un effort, quand il y a du stress avant une course ou la veille avant de s'endormir, de l'utiliser en olfaction, ça peut être utile pour s'apaiser et rester focus sur ce qu'on va faire. Alors quand tu dis en olfaction, on en met quelques gouttes sur un petit mouchoir ou sur un tissu et on peut, on va dire les sentir ou est-ce qu'il faut juste avoir le nez, sous le flacon? Comment tu procèdes? Alors, je conseille de plutôt le mettre en effet sur un mouchoir, un tissu, un petit bout de carton, même un petit bout de bois. Ça évite le basilic peut avoir, c'est pas une huile très brûlante, mais elle peut avoir un effet irritant. Donc ça évite de le mettre pur sur la peau. Et on va la tenir. Donc c'est mieux que le flacon de le faire comme ça, ce sera un peu moins fort et plus agréable. Et on va le tenir pas forcément collé au nez, mais plutôt à une vingtaine de centimètres, voire un peu plus. Si c'est pas agréable à 20 centimètres, vous pouvez le poser devant vous, quoi. C'est pas un souci. Et on fait l'olfaction en étant concentré dessus. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler à quelqu'un à côté, on ne va pas regarder la télé, lire. L'action, c'est de sentir. À la rigueur, on peut se concentrer sur ce qu'on sent, les différentes odeurs qui vont évoluer au fur et à mesure des secondes et des minutes. Faire de la respiration ventrale, ça aide aussi à chasser un petit peu les idées et le mental qui commencent à partir dans tous les sens. Et ça, on le fait pendant bien 5 minutes. Souvent, on se limite à 30 secondes, 1 minute, puis on passe à autre chose. Il n'y a pas besoin de le faire une demi-heure, mais quand même de dépasser les 2-3 minutes, c'est important, puisque ces molécules, elles vont se décoller du support petit à petit. Certaines, vous allez les sentir tout de suite, et puis d'autres, elles vont être senties 2-3 minutes plus tard. Donc, pour profiter pleinement de l'huile essentielle, il y a besoin d'un peu de temps. Et c'est vraiment le fait de sentir qui déclenche certaines réactions au niveau du cerveau et de la régulation émotionnelle, puisque le centre de gestion émotionnelle et le centre olfactif, c'est la même partie du cerveau. Du coup, il y a des connexions neuronales entre les deux. C'est ce qui fait l'effet par l'olfaction. Mais ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, avec cette pratique un petit peu du yoga, de se mettre en condition. Finalement, l'huile va être un peu la porte d'entrée pour un petit moment où on va se recentrer sur soi-même. Peut-être avant une compétition, le fait d'être un petit peu épargné par le stress, on s'isole un petit peu et on fait ce travail de respiration qui va nous mettre un petit peu en condition pour la compétition à venir ou la séance qui peut s'avérer être difficile. Donc là, c'est une petite mise en jambe par le côté olfactif. Tout à fait, c'est exactement ça. En dehors de l'effet de l'odeur sur la gestion émotionnelle, il y a l'effet juste de prendre 5 minutes de se poser, de respirer 5 minutes. Tout ça combiné, ça commence à faire un plus gros effet. Et dans le temps, c'est vraiment un outil simple pour commencer à se comprendre un peu mieux, à s'écouter. Ça paraît un peu bizarre et loin, mais finalement, de prendre ces temps-là, on commence à prendre l'habitude d'observer ce qui se passe, d'observer l'état dans lequel on est, de remarquer qu'il y a un changement. Un jour, l'odeur, elle va nous plaire, l'autre jour moins, ou elle va nous faire penser à d'autres choses. Et c'est jour après jour, en ayant ces petits moments-là, qu'on apprend à s'observer, qu'on apprend à comprendre comment on fonctionne, sans que ce soit une pratique complètement trop ésotérique, très longue. C'est juste 5 minutes par jour, voire juste 5 minutes tous les 2 jours avant ces entraînements. Je trouve ça hyper intéressant de faire un exercice de scan mental avant chaque sortie ou chaque entraînement, sans que ce soit long. Et c'est le genre d'exercice qui permet d'aider ça et de mieux en mieux se connaître par la suite. Ouais. Tu parlais également des applications, du côté peut-être irritant de certaines huiles. Pour un massage, comment on procède? On n'applique pas l'huile directement sur la peau, on va peut-être utiliser autre chose pour couper un peu cet effet, on va dire irritant? C'est ça, on met toujours les huiles essentielles dans une huile végétale. Les cas où on ne le ferait pas, c'est plus de l'exceptionnel, donc c'est sur conseil d'un professionnel.
Là, pour une utilisation en autonomie, il faut toujours la mettre dans une huile végétale. Et là, au niveau musculaire, articulaire, en tout cas pour les usages du sportif, ce qu'on veut souvent, c'est que ça pénètre en profondeur. C'est pas que ça reste sur la peau. Donc il faut des huiles plutôt fluides. En général, on conseille plutôt une huile de noisette, de sésame, une huile de noyau d'abricot. Dans celle qu'on trouve en cuisine, de l'huile de tournesol, ça pourrait convenir. Ou ça peut être une macération d'arnica. L'arnica, c'est la plante l'arnica qui a été mise à macérer dans une huile. Et l'arnica par lui-même a des propriétés circulatoires et anti-traumatiques qui sont intéressantes, qui permettent d'avoir déjà une base active en plus des huiles essentielles. Et les huiles essentielles, donc ça peut être fait au coup par coup, hein. On peut mettre un peu d'huile végétale dans le creux de sa main et ajouter, pour donner un dosage moyen, 6 gouttes d'huile essentielle. Si on en met plusieurs, on divise le nombre de gouttes par huile essentielle. Donc, par exemple, là, j'en parlais de 3, le top 3 des huiles essentielles du sportif. Si on veut mettre les 3, on mettra 2 gouttes de chaque. Et ça, on va l'appliquer. Donc, bien sûr, on adapte à la zone. Ça convient assez bien à un mollet, par exemple, ou une épaule. Si c'est pour tout le dos, on met plutôt 8 gouttes. Si on s'est fait une entorse du doigt et qu'on veut mettre des huiles essentielles dessus, ça va être plutôt 2 gouttes, parce qu'on n'aura pas besoin de mettre autant de quantité. Il y a quand même un usage dans le bon sens. Il faut penser au bon sens que ça a. Quand on a trop de doutes sur l'utilisation d'une plante ou d'une huile essentielle, c'est de dire, est-ce que ça a du sens de le faire comme ça, ou est-ce que ça me paraît bizarre déjà? Et pour ressentir un effet justement d'un massage préparatoire à l'effort, il faut le faire combien de temps avant? Est-ce que ça va pénétrer automatiquement ou est-ce qu'il faut quand même prévoir un petit timing avant la séance pour que l'huile commence déjà à faire effet? C'est, alors, la théorie, c'est que l'huile essentielle, en 10 secondes, elle pénètre dans le sang et on la retrouve dans le sang. Donc ça va quand même très vite. En 6 heures, elle est métabolisée. Donc ça veut dire que le corps l'a excrétée. Du coup, il faut que ce soit moins de 6 heures avant, mais beaucoup moins. Moi, je me souviens à la danse, hein, on attendait tous dans le couloir avant les cours. Il n'y avait pas de diffuseur, mais ça sentait la Golterie vraiment de partout. Et en général, on va le faire dans le quart d'heure qui précède l'effort, maximum une demi-heure pour que ça reste quand même bien actif au moment où on démarre. Ce qui est important aussi, c'est de savoir à quelle fréquence on les applique. Quand c'est préventif, ça va être du ponctuel qu'on fait en fonction du besoin. Si on a une douleur et qu'on veut limiter la douleur avec les huiles essentielles, il y a besoin d'augmenter la fréquence. Et ça, souvent, ce qui est problématique, c'est qu'il n'y a pas assez d'applications. Il faut savoir que 3 applications par jour, c'est plutôt sur une douleur de fond chronique qu'on essaye d'enrayer. Quand il y a quelque chose d'aigu, c'est plutôt 6 à 8 applications par jour. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à y aller en termes de nombre d'applications pour que ce soit efficace et qu'on perçoive une amélioration. Alors moi qui suis sujet à des petites douleurs de dos qui viennent de façon récurrente, est-ce que je le fais en préventif ou est-ce que je les applique en curatif et quelles huiles? Est-ce que je garde ce top 3, Golteri, eucalyptus, basilic ou est-ce que tu as d'autres huiles miracles? Elle n'existe peut-être pas cette huile miracle. L'huile miracle, je ne suis pas sûre qu'elle existe, mais au niveau du choix des huiles essentielles, en effet, c'est intéressant pour le dos d'avoir quand même le basilic tropical dedans, parce que parfois ça vient de petites contractions que le basilic va aider à faire lever. Donc moi, je garderais ce top 3 là, Golteri, eucalyptus citronné, basilic. Ça paraît parfois bateau de toujours utiliser les mêmes, mais vraiment c'est un trio qui est complet, donc autant se faciliter la vie là-dessus. Dans l'usage, c'est surtout du curatif, là, pour le coup. En préventif, ce serait si tu savais que tu vas avoir, à chaque fois que tu cours en dénivelé, tu as mal au dos après. Enfin, là, tu peux dire, en effet, je vais faire une course avec beaucoup de dénivelé, je vais en appliquer avant en préventif. Mais sinon, si vraiment c'était du préventif pour éviter que tu aies ces problèmes-là, on va passer par d'autres choses que l'aroma. Le travail de terrain, il se fait rarement avec les huiles essentielles. Voilà. Les huiles essentielles, c'est plutôt un secours pour trouver un peu plus de confort plus vite, le temps que certaines plantes fassent effet. Alors, par rapport à l'utilisation de la Gémeaux et des huiles essentielles,
Quel est le retour des sportifs que tu accompagnes sur, l'utilisation de ces produits-là? Est-ce que certains ont été totalement convertis et aujourd'hui ne jurent que par cela? Ou est-ce que certains, peuvent avoir encore quelques réticences sur l'efficacité? Puisqu'on voit parfois certains coureurs pour enchaîner certaines courses se charger en, anti-inflammatoire pour éviter la douleur. Est-ce que, cette méthode naturelle est pas plus efficace et bien meilleure pour la santé? Alors, bah, les retours sont assez positifs quand en effet on donne sa bonne place, à la gémothérapie ou à l'usage des huiles essentielles. C'est-à-dire que le sportif qui a une très mauvaise alimentation, dont les entraînements sont un petit peu anarchiques, c'est-à-dire qu'il y a pas les conseils d'un coach, d'un entraîneur, ou même parfois pour un sportif amateur juste, un peu de régulation par rapport à ce qui peut être lu, sans dire que ce soit un coach en direct, ben, il y aura pas de miracle, hein, comme tu disais tout à l'heure. On ne fait pas de miracle non plus et si l'alimentation est très mauvaise, le sommeil très mauvais, c'est compliqué d'améliorer la récupération sans améliorer l'alimentation et le sommeil avant. Pour autant, quand, en effet, il y a des courses qui s'enchaînent, l'usage, par exemple, en récupération de complexes de minéraux avec le cassis, lui, il est très intéressant pour aider le corps à récupérer plus vite, à éliminer plus vite les toxines, du coup à pouvoir réenchaîner sur un effort après. Euh, c'est quelque chose qui est quand même assez fréquent. Le ginkgo, j'ai eu beaucoup de retours sur notamment les maux de tête à l'effort. Ça, c'est assez flagrant en général, euh, que ça améliore ces problématiques-là. Donc, les retours sont plutôt positifs et les huiles essentielles, elles sont intéressantes beaucoup pour lever des tendances aux contractures. C'est-à-dire que la contracture n'est pas encore là, mais on sent que le muscle est très dur et il faut faire quelque chose pour que la personne elle puisse reprendre un entraînement parce que tant que c'est pas levé, l'entraînement est compliqué. Donc il faut que ça devienne un rituel. Le Oui, fait de masser, c'est quelque chose que l'on va faire avant, que l'on va faire après. Ce qui revient finalement à ce qu'on disait avec l'olfaction, c'est un temps que l'on prend pour soi, pour, finalement découvrir un peu où sont les points de contracture et comment le corps a réagi à l'effort. c'est tout à fait ça. Et le fait parfois de prendre certaines plantes, le fait d'avoir une action qui va dans ce sens-là, on se dit, bon, je vais quand même faire un peu plus attention à mon alimentation. Pour le coup là une spirale un peu plus positive qui aide à faire certains efforts qui nous paraissaient un peu trop gros au départ. Petit à petit, en voyant les améliorations qui se passent, c'est plutôt encourageant aussi là-dessus. C'est vrai que parfois, les plantes, elles ont un effet très régulateur sur les organes ou stimulants, que ce soit la gémothérapie ou d'autres formes, mais notamment chez le sportif, parfois on a besoin de certains apports de minéraux. Je parle souvent des boissons d'effort ou autres, à partir de certaines intensités ou durées, il y a quand même besoin de ça et on n'aura pas de plante miracle si l'apport alimentaire ou par la boisson est pas adapté. Et dans ce contexte, Laurine, de pandémie, de virus qui circulent, est-ce qu'au niveau de l'immunité, la gémothérapie et les huiles essentielles peuvent nous être, utiles? Alors peut-être pas pour, passer à côté de ces, virus Omicron et autres qui, cavalent dans nos campagnes, mais, sur le plan, immunitaire, global. Est-ce qu'il y Mmh. a moyen d'agir un petit peu sur ce terrain-là? C'est ça, en immunité globalement, en gémothérapie, on utilise beaucoup le cassis comme stimulant immunitaire. Ça fait partie de ses propriétés, donc ça, c'est intéressant. Je mets l'accent dessus parce qu'il a d'autres propriétés qui sont particulièrement intéressantes chez les sportifs. Ça permet après, un macérat, on peut le garder assez longtemps. Donc une fois qu'on l'a à la maison, ça permet de l'avoir en secours quand il y a un début d'inflammation, une grosse sortie où on veut mieux récupérer. Après, on utilise aussi d'autres macérats de gémothérapie pour le système immunitaire. Il y a beaucoup le noyer qui va être utilisé parce qu'il renforce toute la sphère digestive et la flore digestive. Donc, c'est chez des personnes qui ont de nombreux troubles digestifs, des ballonnements, un système digestif qui est un petit peu capricieux et sensible. C'est en général plus le noyer qu'on choisit en stimulant immunitaire.
En aromathérapie, un très grand basique, c'est le Ravinsara, qui est un très bon stimulant immunitaire, qui est assez doux et là qu'on va pouvoir utiliser même rien qu'en friction, 3 gouttes sur les poignets. Pour le coup, on peut l'utiliser pur, il est très doux même pour la peau, tous les jours pour stimuler le système immunitaire. Donc ça, comme tu le disais, c'est de l'entretien immunitaire et ça va permettre de booster au mieux possible ses défenses. Bien sûr, là, on est dans un cadre qui est un peu particulier avec tous les variants. Il faut mettre la place de l'aroma et de la gémothérapie aux bonnes places aussi. Mais autant le faire et avoir un système immunitaire qui soit le plus efficace possible. Eh ben, je pense qu'on a fait un bon panel de ces pratiques naturelles. C'était l'objet de cet épisode et ce pourquoi je suis venu à toi pour enregistrer ce contenu sur ce que l'on peut faire quand on est sportif sans avoir besoin d'aller piocher dans la boîte de médicaments. Il existe, et tu l'as montré, bien d'autres outils. Sur quel réseau, Laurine, on peut te retrouver si les gens veulent avoir plus d'informations? Tu consultes également en ligne, donc si besoin, les gens peuvent prendre contact avec toi. Oui, tout à fait. Donc, au niveau des réseaux, je suis présente sous le nom de Vestiaire Naturel sur Facebook et Instagram. C'est sur Instagram où je mets le plus de contenu, qui permet d'avoir des petits conseils ou informations assez régulières. Et il y a le site de Vestiaire Naturel, donc vestiairenaturel.fr tout simplement, où j'ai toute une partie blog et là où je fais des articles un peu plus détaillés que ce qui est présent sur Instagram. Et en effet, je fais des consultations en présentiel sur Grenoble, mais sinon, j'en fais beaucoup en ligne. C'est pas adapté à toutes les activités, mais pour le coup, en naturopathie, c'est quand même assez adapté. Même si c'est agréable de voir les personnes en présentiel, c'est tout à fait possible en distanciel sans que ça soit voilà, une consultation de moins bonne qualité. Là, il n'y a aucun souci. On a tout ce qu'il faut pour le faire en distanciel, pour ceux qui seraient intéressés en effet. Et pour tes objectifs 2022, à la fois sur le plan professionnel, tu vas continuer à développer Vestiaire Naturel, et sur le plan perso, au niveau du sport, est-ce que tu as des courses peut-être qui sont cochées sur ton calendrier? Alors, professionnel, en effet, je continue à développer Vestiaire Naturel. C'est mon objectif principal 2022, je dirais. L'idée, c'est de pouvoir proposer pas mal de cours en ligne, qui est vraiment moi ce qui me porte assez. Ça rend encore plus accessible ces données-là, puisque c'est des formats qui sont assez simples à suivre, qui sont parfois un premier pas plus facile à passer aussi économiquement par rapport à une consultation, et où on a sur un cours en ligne pas mal d'infos, où il faudrait vraiment plus de consultations pour les acquérir. Donc, il y a d'autres sujets que j'aimerais développer autour du sportif. J'aimerais beaucoup arriver à intervenir sur des événements sportifs aussi en présentiel dans la région Rhône-Alpes principalement, parce que c'est plus facile pour moi de me déplacer par ici, donc au niveau des trails notamment, et pouvoir avoir un contact et des retours en direct de sportifs sur ces sujets de l'alimentation, de la complémentation et puis de la phytothérapie. Et puis personnellement, je me remets d'une blessure. Donc pour le moment, c'est déjà de pouvoir reprendre totalement mes activités au niveau de la course. Ça fait un moment que j'aimerais beaucoup participer à un raid ou une course d'orientation. Donc dès que je suis sur pied, je trouverai laquelle. Pour le moment, c'est pas défini. Et puis ça fait j'ai mon objectif parapente qui est quand même bien là, où ça fait 1 an que j'en fais, donc j'aimerais bien beaucoup pratiquer, parce qu'il y a besoin de pas mal de pratique pour progresser dans ce domaine-là. Très bien. Bon, une année qui s'annonce très belle pour toi, avec, je remettrai tous les liens dans les notes de l'épisode pour que les auditeurs du podcast puissent te retrouver. Donc, Vestiaire Naturel pour toute la partie, on va dire, accompagnement, et puis ce livre, donc aux éditions Le Duc, je le rappelle, Je m'initie à la gémothérapie, donc avec ton nom, Laurine Pinault. Donc, les libraires, voilà,
passer de nombreuses commandes pour que on puisse justement nous former et puis avoir plus d'informations sur la gémothérapie. Un grand merci Laurine pour nous avoir exposé de façon très pratique ces différentes plantes et comment en tant que sportif on peut les mettre à profit pour nos activités quelles qu'elles soient. Merci à toi. Merci beaucoup Sébastien, à toi aussi et à tous ceux qui nous auront écoutés. Eh bien, merci à toi et pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.